tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, épisode 107, saison 1, 107, comme le nombre de jours qu'a duré la campagne électorale express de Kamala Harris après le retrait de Joe Biden. Au sommaire, ce soir, Gideon Sa'ar l'assure, notre objectif est de parvenir à la paix et à une normalisation avec le Liban. Des déclarations du ministre israélien des Affaires étrangères qui interviennent 3 jours après la signature d'un accord entre Israël et le Liban. Le président du Parlement libanais rejette, lui, cet accord cadre qu'il qualifie d'accord imposé, ne garantissant pas les droits du Liban et le Hezbollah. Eh bien, promet-lui, nous irons jusqu'à une guerre civile, jusqu'à la scission de l'armée et au renversement du gouvernement. Rien que ça, l'accord trouvé entre Israël et le Liban peut-il parvenir à libérer définitivement le Liban du Hezbollah? On posera la question à nos débatteurs dans quelques minutes. 4 débatteurs, 4 informations, ce sera pour le tour de l'info. Et puis notre second débat sera consacré à la bande de Gaza, car pendant que les yeux sont tournés vers le nord, eh bien le Hamas en profite pour se reconstruire. Selon des hauts responsables sécuritaires, le Hamas produit chaque mois des centaines d'engins explosifs et des missiles anti-chars. Il recrute de nouveaux combattants et a même repris les entraînements de son unité, la Nourba. Il reconstruit aussi son réseau de tunnels. L'organisation terroriste tentera également de faire entrer clandestinement des drones et des moyens de communication par le Sinaï. Israël doit-il reprendre le contrôle sécuritaire permanent de Gaza? Ce sera le thème de notre deuxième face-à-face. 200 millions de shekels, c'est la somme qu'Israël a décidé d'investir pour renforcer l'éducation juive dans la diaspora. L'objectif, accroître le nombre d'élèves inscrits dans les écoles juives et consolider l'identité juive ainsi que les liens avec Israël, et en particulier en Amérique du Nord, dans un contexte de recrudescence de l'antisémitisme. Nous serons avec Ari Afilalo, président d'une synagogue franco-séfarade de l'Upper West Side de New York. Ce sera pour l'interview du tac au tac. Et puis il y aura aussi évidemment Julien Assal qui aura un petit message pour vous à la fin de notre émission. Ce sera pour sa carte blanche. Vous êtes bien installés? Allez, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 107. Qui compose l'équipe des débatteurs de Ça se débat ce soir? On va évidemment commencer par Tel Aviv. Bonsoir Nili Kupfer-Naouri, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien, vous avez vu malheureusement l'annonce hier de la mort du Rav Ron Shaya à Paris. Oui, je n'étais pas de ses fidèles, mais effectivement, je sais qu'il a rapproché énormément de monde, de juifs de la Torah et d'Israël, et qu'il va laisser un grand vide. Un grand vide dans la communauté. Il a été inhumé aujourd'hui à Jérusalem. Et face à vous, David Ben Ishai, merci d'être avec nous. Comment ça va? Ça va, merci. On suit un petit peu les développements de l'Iran. Est-ce qu'il y aura demain une rencontre? L'Iran dément. Donald Trump dit qu'il y a bien un rendez-vous. Finalement, Israël Katz qui promet que l'Iran pourrait très vite attaquer Israël. On a du mal à suivre un petit peu ce dossier. Ça fait partie de la valse hésitation des négociations. Et elles sont particulièrement ardues avec un Iran assez étonnamment sûr de lui et qui se permet de pousser le bouchon toujours plus. Mais je crois que Trump n'a pas envie d'aller en guerre, donc ça fait partie du jeu. Une chose qu'on peut dire d'ores et déjà, il semblerait que 60 jours, ce sera très largement dépassé dans tout ce processus. Ça risque en effet d'être long. Reste à savoir si en effet la patience du président américain ne va pas avoir ses limites. Et puis à Paris, oui. Non, c'est pas Obama, parce que le JPCOA, il a pris 12 ans, en fait, à se négocier. Là, donc, je pense que ça n'arrivera pas, là. Là, ça va être peut-être un peu plus... aussi, ça risque d'être compliqué. Et puis, à Paris, nos débatteurs, eh bien, ce sont Myriam Palomba. Merci d'être avec nous ce soir. Comment ça va? Est-ce que vous êtes prête pour la nouvelle canicule? À peine, ça vient de se finir que Sébastien Lecornu annonce qu'il va y en avoir une deuxième la semaine prochaine. Moi, personnellement, je suis prête. Je ne fais pas partie des gens qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent le martyre parce qu'on n'est pas capable d'installer la clim dans les hôpitaux alors qu'on nous a sucré le lundi de Pentecôte. Donc, moi, à titre personnel, je suis prête, mais je déplore que les services publics soient aussi pitoyables en France. Alors, normalement, Sébastien Lecornu l'a dit tout à l'heure à 18h, il tenait une conférence de presse. Les climatisateurs devraient arriver d'ici la fin de semaine dans les hôpitaux, notamment en France. Et à vos côtés, il y a Olivier Pardo. Bonsoir Olivier. Bonsoir Océane, vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Et vous?
Bien, vous ne souffrez pas de la chaleur, pourtant il fait beaucoup plus chaud généralement en Israël. Nous, on est habitués à la clim. Nous, c'est l'inverse. L'été, on attrape des rhumes parce que tous les transports, les bureaux, etc., il y a beaucoup de clim. Donc nous, c'est l'inverse que vous, malheureusement. Oui, vous voyez, c'est la judaïsation de la France. Je m'étonne que les antisémites n'aient pas encore déclaré que cette chaleur venait de Tel Aviv. Il serait capable. Est-ce que vous avez vu que la Slovénie souhaite déplacer son ambassade à Jérusalem? Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que pendant que les mauvaises nouvelles s'additionnent, eh bien, il y a certaines bonnes nouvelles qui arrivent, notamment avec le Liban, notamment avec cette nouvelle ambassade. Et le monde n'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y a quand même des bonnes nouvelles, heureusement. Et c'est maintenant le moment de découvrir quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission de jeudi. On rappelle la question. L'accord avec l'Iran, Donald Trump peut-il vraiment changer le visage de la région? Vous êtes 80% à avoir répondu non, comme Nathanaël Slama. Et à la question « Israël a-t-il perdu le soutien des États-Unis » Eh bien, vous êtes 55% à avoir répondu oui, comme Merav Grieger. Allez, on commence avec notre premier débat. Notre objectif est de parvenir à la paix et à une normalisation avec le Liban. Déclaration faite ce matin par le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, des propos alors qu'Israël et le Liban ont signé un accord, mais le président du Parlement libanais rejette, lui, ce texte qu'il qualifie d'accord imposé, ne garantissant pas les droits du Liban. Et le Hezbollah qui promet quant à lui, nous irons jusqu'à une guerre civile, jusqu'à la scission de l'armée et au renversement du gouvernement. Rien que ça, l'accord trouvé entre Israël et le Liban peut-il parvenir à libérer définitivement le Liban du Hezbollah? Nous avons décidé de poser cette question à nos débatteurs, Myriam Palomba et Olivier Pardo, qui ne sont pas du même avis. Vous allez le voir, ça se débat saison 1, épisode 107, face à face numéro 1. C'est parti. Myriam, c'est vous qui allez commencer. Vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Et Olivier, vous enchaînerez juste après. Est-ce que vous êtes bien prêts dans nos studios parisiens? Oui. On rappelle bien les règles. 1 minute chacun. C'est Myriam qui va commencer. Et ensuite, c'est Olivier pendant 1 minute. Et j'ai le petit buzzer. Attention, il ne faudra pas dépasser. On n'oublie pas donc 1 minute, pas plus. Allez, c'est parti Myriam. C'est à vous. Alors moi, je trouve que c'est un premier pas vers une paix durable et une sécurité durable au Liban. Je trouve que déjà, ça prouve que le Liban reprend sa souveraineté par rapport au Hezbollah. C'est une très bonne chose. Des aides à hauteur de 30 milliards vont être données à l'armée libanaise pour assurer son pouvoir et reprendre le pouvoir dans les différentes parties du pays, donc c'est une très bonne chose. Ça n'empêche toujours de continuer le désarmement du Hezbollah, notamment avec l'aide d'Israël qui, selon cet accord, ne partira que quand le Hezbollah sera totalement désarmé. Et en plus, ça rassure la population libanaise sur peut-être les velléités conquérantes d'Israël, puisque dans cet accord, Israël dit bien qu'elle se retirera du Liban quand ses frontières seront sécurisées. Donc c'est une très bonne chose parce que ça met fin à l'idéologie du Hezbollah. Olivier. J'aimerais avoir la fraîcheur et la naïveté de Myriam. Malheureusement, je suis trop âgé pour cela. Et ce que je sais, c'est que peut-être nous aurons une paix avec le Liban. Mais c'est pas la question. Le Hezbollah n'est pas libanais, le Hezbollah est iranien. D'ailleurs, il est dirigé par des Iraniens. À Beyrouth même, ce sont des Iraniens qui le dirigent. Moi, je pense que, vous savez, comme dans les secousses sismiques, on a eu une grande secousse sismique avec la guerre. Je pense qu'il va y avoir une seconde secousse sismique que l'on ne voit pas encore, et qui va être l'anéantissement du régime des Mollahs de l'intérieur, maintenant que la guerre a été faite, et qu'à ce moment-là, la paix avec le Liban sera réellement possible. Parce que aujourd'hui, la puissance armée, c'est le Hezbollah, c'est pas l'armée libanaise.
Vous aviez encore un petit peu de rame, 4 secondes. Oui, mais j'essaye d'être rapide. De respecter. Eh ben, c'est parfait, Olivier. Nili, on va commencer avec vous. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Myriam ou avec Olivier ? Je n'ai peut-être pas l'âge de Olivier Bardot, mais bon, peut-être que je m'en rapproche. Mais en tout cas, je ne suis pas naïve non plus et je sais comment ça se passe au Moyen-Orient et je sais ce que veulent dire les accords. En tout cas, l'accord qui a été signé, cet accord cadre qui a été signé, veut dire en fait que le Liban reconnaît son incapacité à se défaire du Hezbollah, qu'il valide le fait qu'Israël soit sur cette bande de sécurité et que sur ce territoire, il ne doit pas y avoir de terroristes du Hezbollah. Et il n'y a d'ailleurs pas non plus de limitation au niveau d'Israël, de sa capacité à attaquer même au-delà de cette bande de sécurité s'il y avait un danger qui se profilait. Donc c'est en réalité un transfert d'autorité militaire envers l'État d'Israël, envers Tsahal, pour s'occuper du problème du Hezbollah. Je ne crois pas une seule seconde que le Hezbollah va rendre les armes, donc il faudra le faire par la force. Et si nous y arrivons, alors nous verrons effectivement ce que seront nos relations avec le Liban. Il faut quand même ne pas oublier que dans le gouvernement même du Liban, il y a des membres du Hezbollah et que même l'armée est aussi... il y a aussi des membres chiites dans l'armée. Ce sont donc les frères d'armes du Hezbollah. Donc aussi cette armée, je ne pense pas du tout qu'elle soit en capacité de se battre contre cette milice terroriste. Donc l'histoire du Liban, déjà à la base, est extrêmement complexe. C'est énormément de minorités qui sont dans ce pays. Et donc faire la paix, c'est aussi d'abord que le Liban fasse le ménage chez eux. Et puis après, on verra avec qui nous établirons des véritables relations. David, est-ce que vous pensez que cet accord peut libérer le Liban du Hezbollah ? De mon point de vue, il y a les conditions qu'il faut. Je pense que les premières conditions, c'est peut-être une des premières choses qu'on voit subrepticement, c'est la capacité du gouvernement libanais, du président Aoun et d'une grande partie de la population à dire on va passer à autre chose. Vous savez, dans la dialectique du maître et l'esclave de Hegel, c'est on détruit déjà le maître dans la tête, et c'est ce que je crois qui est en train de se passer au Liban, c'est que les politiques, même s'il y a des chiites, et les chiites ne sont pas nécessairement le Hezbollah, il faut bien l'entendre, c'est une composante sociologique du Liban, mais pas nécessairement des gens qui sont un pour un avec le Hezbollah. Donc, il y a déjà une démarche, et je pense que ce sont des bonnes conditions. Je crois qu'on doit tirer les leçons du passé, et dans les leçons du passé, ce n'est pas juste des vœux pieux comme je viens de le faire maintenant. Les leçons du passé, c'est de voir qu'est-ce qui a échoué dans la façon de renforcer l'armée libanaise, comment on peut faire en sorte de ne pas tomber à nouveau dans l'affre de on va les mettre au sub-Liban, ils vont se faire tirer comme des lapins, comme la finule. Dans quelle mesure les puissances qui vont accompagner cet accord vont comprendre qu'on ne peut pas le faire sans qu'il y ait une infrastructure militaire solide qui vienne en appui de l'armée libanaise dont on sait qu'elle est fragile. Le Hezbollah fait une grave erreur, très grave erreur, et c'est peut-être un indicateur sur l'état dans lequel il est, de menacer d'une guerre civile. Alors là, je peux vous dire une chose, menacer les Libanais qui ont vécu pendant 8 ans une guerre civile dans les années 70, je peux vous dire que c'est contre-productif annoncer ça, et je suis même pas sûr que ce soit la démarche de l'Iran. Donc je pense que c'est un indicateur sur l'état de l'Iran. Oui, on va désarmer le Hezbollah, oui, ça prendra du temps. Je l'ai dit et je le redis, il y a des populations qui sont chiites et qui font partie, c'est une minorité importante du gouvernement et de la population libanaise, ça prendra du temps. Mais je crois qu'on est bien parti, on est bien engagé avec un gouvernement et un président sérieux, chef d'état-major de l'armée libanaise qui sait de quoi il parle. Donc je crois qu'il faut donner un crédit à la possibilité de voir les choses évoluer. On a été à cet épisode-là, en 82, je le rappelle, avec l'assassinat de Gemayel. Donc on sait qu'on a eu des espoirs, et donc c'est un espoir qui est avec toutes les précautions nécessaires. Mais je crois qu'on est aujourd'hui dans un moment où il y a un mouvement de plaques tectoniques, et je crois qu'on va aller effectivement vers un accord qui va se renforcer
et qui va nous permettre à terme de nous débarrasser du Hezbollah. Je pense. Myriam, à Paris, est-ce que justement Nili en parlait de ce conflit d'intérêts si sur le terrain, est-ce que réellement l'armée libanaise peut désarmer le Hezbollah? Est-ce qu'ils en ont les capacités? Mais à l'heure actuelle, ils n'en ont pas les capacités, mais il y a des aides qui vont être fournies. De plus, les États-Unis se sont engagés également à les aider dans cette démarche-là. Donc, on est dans un processus global avec non seulement sur le front libanais, mais aussi sur le front iranien. Et puis, je crois que c'est aussi une façon de dire par le gouvernement libanais, nous nous détachons de ce groupe terroriste et de leur enlever ce pouvoir qu'ils avaient jusqu'à maintenant de dire nous sommes là, nous sommes la force de résistance qui lutte contre Israël, qui veut nous envahir. Cet accord montre clairement qu'Israël n'a pas de volonté d'envahir le Liban et ne peut que discréditer les velléités du Hezbollah. Et une coopération, David, oui. Oui, non, je voudrais rajouter un point qu'on n'a pas dit ici. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, la Syrie n'est plus le lieu de passage de l'Iran vers le Liban pour renforcer le Hezbollah. Donc c'est un élément important. Donc il y a aussi quelque part un Hezbollah qui est coincé et qui n'a pas le soutien qu'il avait via une Syrie qui était complètement perméable à toutes les aides iraniennes. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en considération et je pense que le Hezbollah est affaibli et qu'il va falloir continuer à lui taper dessus comme il faut. Et justement, alors, étant donné que vous parlez de la Syrie, est-ce que l'option qui est envisagée par Donald Trump, qui a été même évoquée aussi par l'Arabie Saoudite, par Riyad, de prendre des forces aussi de l'armée syrienne d'Ahmed al-Shara aux côtés de Tsaad, de l'armée libanaise, des forces américaines, donc dans le sud Liban pour désarmer le Hezbollah, c'est possible? Il n'y aura pas un conflit d'intérêts quand même? Non, alors, il y a effectivement, premièrement, c'est une question d'ingérence. Et puis la deuxième chose quand même, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Syrie, c'est des sunnites, et qu'aujourd'hui, si on veut vraiment aller au-devant d'une guerre civile, alors oui, à ce moment-là, on va prendre une minorité existante, minorité sunnite face à la minorité chiite, et là, pour le coup, autant nous, juifs, on est israéliens, et donc on n'est pas partie prenante d'une quelconque composition de la société libanaise, autant faire rentrer concrètement, activement, militairement la Syrie, c'est aussi donner à moudre du grain au Hezbollah qui ne demande qu'une chose, comme on l'a entendu, c'est de déclencher une guerre civile. Donc, non, de grâce, au moins fermer hermétiquement la frontière, ça c'est une chose, mais les faire rentrer dans la danse, non. Il vaut mieux pas. C'était en tout cas l'idée de Donald Trump. Nili, ça veut dire que pour vous, vous pensez que uniquement face au Hezbollah, face à une organisation terroriste, des organisations terroristes et l'Iran un peu plus loin, il y a uniquement l'option militaire ferme menée par l'armée israélienne qui peut réellement fonctionner? Nous avons déjà vu ce qu'ont donné les résolutions de l'ONU, entre autres la résolution 1701, qui prévoyait déjà qu'en deçà du Litani, il ne devait pas y avoir de présence du Hezbollah. La FINUL et l'armée du Liban étaient censées y pourvoir. Et bien entendu, non seulement ça n'a pas été le cas, mais la FINUL, on a bien vu, a même collaboré avec les terroristes du Hezbollah. Donc oui, effectivement, il n'y a qu'un seul moyen. Et je pense que ça a été également le réveil après le 7 octobre. Il n'y a qu'un moyen de faire face à ces armées terroristes, c'est véritablement le combat par Tsahal. Nous devons les mettre à terre. Il n'y a que ça qui puisse marcher dans cette région du monde. Mais parce que l'armée israélienne fait beaucoup et a fait beaucoup depuis le 8 octobre. Il y a eu un accord en novembre 2024 et pourtant, on le voit, il y a quand même toujours quotidiennement des drones qui sont tirés sur le nord d'Israël. Il y a effectivement, mais il faut comprendre que finalement, nous sommes dans une guerre qui est constante. On a des moments qui sont plus intensifs que d'autres, mais je pense que depuis le 7 octobre, nous avons quand même récupéré notre force de dissuasion. Alors bien entendu que le Hezbollah ou toute organisation terroriste cherchera toujours d'autres moyens, comme aujourd'hui les drones, pour s'attaquer à Israël. Entre parenthèses, Netanyahou a déjà annoncé que nous avions trouvé une solution et que nous serons d'ailleurs les leaders dans
dans cette solution à travers le monde, puisque ça n'est pas seulement un problème au niveau israélien, ils ont le même problème dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc si nous avons aussi trouvé cette solution, ce sera un bienfait dans le monde, mais il ne faut pas se leurrer, demain il y aura un autre moyen technologique ou pas qui sera trouvé par les terroristes, par nos ennemis, pour nous éradiquer. Nous savons que le peuple juif doit se battre tout le temps pour assurer sa survie. Mais ce qu'il faut, c'est récupérer notre force de dissuasion. Quand je me rappelle, avant le 7 octobre, il y avait des terroristes du Hezbollah qui étaient véritablement sur la frontière, quand ils avaient installé leur tente à Ardov, qui était donc dans le territoire israélien, que nous n'avions pas la capacité, ne serait-ce que psychologique, de se dire nous allons nous attaquer au Hezbollah. Eh bien, tout cela a volé en éclats le 7 octobre. Aujourd'hui, lorsque vous vous mettez sur la frontière, eh bien, sur 10 km, vous n'avez que de la destruction, des immeubles détruits, 10 km de désert. Et donc, bien entendu, qu'aujourd'hui, en tout cas, une incursion terrestre contre les localités du Nord est impossible. Donc, ou en tout cas, serait identifiée. Donc c'était notre but aussi, d'assurer qu'il n'y aurait plus un 7 octobre contre nos localités du Nord. Après, effectivement, nos soldats sont en train de se battre avec un courage énorme, et ce problème des drones est un problème existentiel qu'on doit régler, et j'espère qu'effectivement nos technologies vont pouvoir s'appliquer très rapidement. Olivier, est-ce que vous êtes d'accord avec Nili? Est-ce que c'est finalement l'armée israélienne, elle seule, de faire en sorte qu'il y ait plus de Hezbollah à sa frontière? Oui, je suis d'accord avec mon ami Nili, parce que il faut avoir une vision un peu, disons, avec un peu de recul. Si on réfléchit un instant, longtemps, on a mis la charge de la responsabilité de la paix sur Israël. C'est-à-dire que c'est Israël qui devait faire la paix, c'est Israël qui devait faire des avancées, c'est Israël qui devait lâcher des territoires. Bref, toute la charge était sur Israël. Aujourd'hui, on a bien compris qu'il y a un déplacement de la charge. La charge aujourd'hui appartient au monde arabe. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent démontrer leur capacité d'admettre Israël et de vivre en paix avec Israël. Cette capacité-là, elle est débattue au sein du monde arabe. Vous avez des mouvements qui sont favorables à cela. Ce sont les mouvements des accords d'Abraham quand ils sont réellement pensés. C'est le cas du Maroc, c'est le cas des Émirats. Mais vous avez encore de la résistance. Quand vous connaissez le Liban et le peuple libanais, il n'y a pas de peuple plus proche du peuple israélien que le peuple libanais. Et pourtant, ils sont en guerre, et une guerre très dure avec Israël, parce qu'ils doivent régler le problème du Hezbollah. Tant qu'ils ne le régleront pas, Israël restera présent dans une partie du territoire qui permettra la sécurité d'Israël. C'est la définition de Trump qu'il applique au fond formal de la force pour la paix. C'est pas une force pour envahir le Liban. Moi, j'ai pas une vision de l'immense Israël qui prendrait tout le Liban. Je veux que l'Israël d'aujourd'hui, avec la Judée-Samarie, soit en sécurité. Et pour cela, il faut qu'il n'y ait plus d'attaque au nord et il n'y ait plus d'attaque au sud. C'est simple à comprendre. Et que la menace iranienne disparaisse. Je suis heureux que David, en définitive, constate que c'est la bonne façon de faire, qu'aujourd'hui il y ait plus de sécurité, et que demain on rendra hommage à Benjamin Netanyahou en dépit de tous les colibés. Non, Olivier, non, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ne souffre pas, David. Et de tous les colibés contre lui, qu'il aura fait reculer la menace iranienne, il aura fait reculer le Hamas et fait reculer le Hezbollah. Bon, c'est pas mal. Ah oui, mais ça, c'est une belle vue de l'esprit, mon cher ami, parce que les sondages, et pas plus tard d'hier, de la population israélienne, sur les acquis de cette période vis-à-vis de l'Iran, du Liban, de Hezbollah et du Hamas, ne sont pas ceux que tu dis. Et aujourd'hui, il y a une défiance claire, nette et précise de la population israélienne. Pour preuve, depuis quelques jours maintenant, depuis 2 semaines, je crois, Gabi Eisenkot dépasse dans les sondages de façon pratiquement systématique Netanyahou comme étant celui en capacité de l'idée de prendre l'État d'Israël ailleurs. Ça dépend quelle chaîne vous écoutez, David. Oui, enfin, la 14... Sur la chaîne que j'écoute... Ah oui, la 14, oui, il n'y a pas de souci. Voilà.
Tout est beau dans le meilleur des mondes. Dans la 14, on a gagné la guerre, on va bientôt envers la Chine. Non, mais bon, sérieusement. Donc non, vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit. Et puis, entre eux, mon propos a été quand même relativement équilibré quant à... je vais reprendre un adage qui m'a accompagné dans ma vision politique des choses. Et donc, je vais le citer, Rabin, qui disait « Je m'occupe du terrorisme sans penser à la paix et je fais la paix sans m'occuper du terrorisme ». C'est une structure de pensée qui vient non seulement de Ben Gurion, mais non, qui vient à beaucoup d'époques dans notre histoire politique et militaire. On a été amené à penser en permanence le fait d'avancer les questions des accords, la question médiniste, c'est-à-dire politique, et en même temps faire comme si on n'avançait pas d'un point de vue politique et qu'on agissait de façon militaire. Mais on a toujours, dans notre éthique politique, dans notre éthique stratégique, on a toujours manié le fait de répondre militairement de la façon la plus forte et la plus efficace, et d'un autre côté, de continuer à avancer avec la dimension politique. Ce que moi j'observe, contrairement à vous, mon cher ami, c'est que Netanyahou a oublié cette éthique de la politique israélienne et qu'aujourd'hui on est sur le tout militaire et que les accords, et que malheureusement la question des accords, c'est pas ce qu'il y a plus fort. Sauf les Américains qui nous poussent un petit peu... À cet accord. Je vous coupe parce qu'on est obligé de marquer une pause et on revient dans quelques minutes pour la seconde partie de Ça se débat. Restez avec nous sur I24 News. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Les salades sont ici, brocolis... Bonjour, pardon. Excusez-moi. Vous n'étiez pas au courant ? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Parce que là, niveau nutritionnel, le hot dog, c'est pas top. Il y a quand même de la salade. Désolée. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec Internet garantie, vous basculez votre connexion en 4G en cas de coupure. Ah, c'est pas mal ça. SFR, on s'engage pour vous. Tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Quand on y vit depuis peu ou que l'on projette de faire son alia, chaque repère nous aide à avancer et à mieux s'intégrer. L'école de nos enfants est un véritable enjeu. C'est pourquoi le réseau Otzar HaTorah rayonne désormais aussi en Israël. Otzar HaTorah, développer le meilleur de soi pour la vie, maintenant en Israël. Vous rêvez de soutenir Israël d'une manière unique et enrichissante ? Rejoignez Sarel, le programme de volontariat civil en base militaire israélienne. De quelques jours à plusieurs semaines, participez à des tâches essentielles et vivez une expérience inoubliable. Découvrez Israël sous un nouvel angle, créez des liens durables et contribuez directement au soutien du pays et de ses soldats. Devenez volontaire, faites la différence. Inscrivez-vous via notre site internet. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jamy Group. Real Estate Opportunities. אני דיין משדרות. אנחנו 16 בנות בתוך הנבחרת. אנחנו עובדים על המופע במשך שנתיים. המופע מדבר על אירועי 7 באוקטובר. זה עוזר לנו להוציא את מה שחווינו, וזה גם חוויה, כי אתה עושה בעצם את מה שאתה אוהב לעשות, שזה משחק, ריקוד, וזה מוציא את מי שאנחנו באמת, זה גם עוזר. מוצאים את מי שאנחנו באמת, וזה גם עוזר להתרפא אותנו ממה שקרה, וגם כאילו זה גם חוויה, כי אתה מוציא את מה שאתה אוהב לעשות באמת. תבואו לראות אותנו.
Besoin d'être toujours connecté à l'actualité? Reportages, débats, interviews, analyses d'experts. Accédez à tous nos programmes où que vous soyez depuis votre téléphone, votre tablette ou votre Smart TV. Partout, tout le temps, avec l'application i24 News, retrouvez la chaîne en direct et en replay, les articles et analyses. Alors ne perdez pas une minute, téléchargez dès maintenant l'application i24 News. Ça se débat, merci de nous retrouver. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Vous connaissez le principe, 4 informations pour 4 débatteurs et chacun peut réagir à l'autre. Olivier, on va commencer avec vous. Israël reconnaît officiellement le génocide arménien. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, c'est ce qu'a affirmé le ministre israélien des Affaires étrangères. Le gouvernement israélien franchit donc une étape historique et met fin à des décennies de réticence diplomatique sur une question particulièrement sensible. Une décision saluée par beaucoup, mais elle est aussi dénoncée, notamment par l'Azerbaïdjan. Bakou estime en effet que cette décision ne favorisera ni le dialogue ni le rapprochement entre les peuples. Je me suis beaucoup intéressé à cette question-là et ma parole est une parole nuancée. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais je pense qu'en voulant absolument qualifier de génocide ce qui s'est passé, on ne dit pas la vérité de l'histoire qui a été un massacre horrible. Je ne suis pas sûr qu'il ait atteint le niveau des génocides comme la Shoah ou le Rwanda. Il faut savoir qu'en Turquie, au moment du génocide, il y avait des députés arméniens qui étaient présents à l'Assemblée. Et donc, je dirais, pour avoir beaucoup plaidé sur cette question-là, que c'est une question qui est débattue et que la position d'Israël, qui a mis du temps avant de reconnaître ce génocide-là, est une réflexion qui aujourd'hui est faite pour marquer une opposition farouche à la Turquie. Je ne suis pas certain que le terme de génocide soit parfaitement adapté. D'ailleurs, en France, vous avez cette particularité-là, qui est une particularité assez forte, où à la fois il y a une loi qui reconnaît le génocide arménien, mais que cette loi ne fait l'objet d'aucune sanction. C'est-à-dire que c'est une loi déclarative sans conséquence, à la différence, par exemple, du négationnisme. Donc c'est des sujets où il faut faire attention. Tous les massacres sont à condamner, toutes les horreurs du monde sont à condamner. Donner le qualificatif de génocide, ça veut dire tuer des gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont en grande masse, est très dangereux. Regardez, et j'en aurais terminé, comment nos ennemis reprennent ce terme de génocide pour nous l'appliquer faussement, scandaleusement, avec cruauté, parce qu'on connaît l'histoire du peuple juif, pour en faire un instrument de bataille. Méfions-nous de cela. David. Oui, enfin là franchement, je suis désolé, Olivier, mais il y a un mélange des genres intellectuels qui me froisse. La question du génocide arménien, ce n'est pas une question qu'on discute aujourd'hui, à savoir s'il y a eu ou pas un génocide. On parle de 1905 et c'est vraiment un génocide et qu'il y a plus d'1 million de personnes dans cette grande marche qui sont mortes. Donc aujourd'hui, il y a une volonté, effectivement, d'éradiquer le peuple arménien. Et donc aujourd'hui, la question du génocide arménien ne se pose pas. Je reconnais sur un autre point que c'est effectivement à la faveur des configurations politiques que Israël enfin reconnaît le génocide arménien. C'est une très bonne chose. Ces populations qui ont souffert. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire glisser sur la question du génocide arménien les questions qui se posent sur le génocide à Gaza ou le pseudo ou ce qu'on accuse Israël d'avoir commis un génocide à Gaza. Non, mais c'est deux choses différentes. Le génocide arménien n'est pas une question qu'on discute aujourd'hui. Il y a eu génocide et c'est une bonne chose qu'Israël le reconnaisse. Israël a longtemps discuté, David. Oui, mais c'était dans les enjeux politiques avec la Turquie. C'était pas un débat. Il n'y avait pas de débat en Israël sur le fait que c'est génocide ou pas génocide. Historique. Moi, je suis
je dis une chose simple, c'est que tous les massacres de masse ne sont pas forcément des génocides. Voilà. Et aujourd'hui, on a l'impression que si on n'est pas dans la catégorie du génocide, on n'est pas des victimes. Je m'inscris en faux contre cela. Le massacre des Arméniens doit être condamné en tant que tel, de manière forte. La notion de génocide, c'est une volonté absolue de détruire toute une population pour ce qu'elle est. Oui, je dis qu'il y a un débat qui n'est pas un débat révisionniste. C'est un débat qui existe dans certains pays, et qu'il faut le regarder de cette manière-là. Les États-Unis ont mis beaucoup de temps avant de reconnaître cela. C'est parce qu'il y a eu un débat. Moi, si on veut dire que c'est un génocide, très bien, je l'accepte comme terme, mais à ce moment-là, je dis qu'il va falloir ouvrir le champ du terme de génocide à beaucoup de massacres, à beaucoup de malheurs du monde, et que c'est là-dessus où il faut faire attention. Oui, vous avez raison. Parce que le rêve qui est... David, il y a un rêve très simple, c'est de dire, au fond, le génocide juif ou le génocide rwandais, ok, c'est un malheur parmi d'autres. Non, c'est pas la vérité. Et c'est la raison pour laquelle... C'est des moments très spécifiques. C'est la raison pour laquelle, concernant la Shoah, il ne faut employer que le mot Shoah. Je déteste quand on parle du génocide juif ou de l'Holocauste, parce qu'on n'était pas... C'est très compliqué comme terme. Extrêmement faux comme vision des choses. Ce qui s'est passé durant la Shoah doit être relégué dans une catégorie complètement à part. Et donc, il n'y a que le terme de Shoah qui doit être appliqué. On va passer à la deuxième info, celle de Myriam Palamba. Moins de 10 mois de la présidentielle en France, Jean-Noël Barrot estime que le prochain président devrait rendre le pouvoir aux Français pour être crédible. Pour lui, ce n'est pas parce qu'on n'est pas candidat à la présidentielle qu'on doit garder sa langue dans sa poche. Je cite, le ministre des Affaires étrangères et vice-président du MoDem dénonce une fatigue démocratique et le déni des élites face à la colère des classes moyennes et populaires. Je ne sais pas trop quoi vous dire face à de tels propos. En fait, ça me fait rire parce que c'est comme Gabriel Attal qui se présente à la présidentielle en nous disant qu'il va changer tout ce qui a été fait pendant 10 ans de macronistes. Ces gens sont des macronistes, ils ont fait partie du système, ils fonctionnent avec le système et aujourd'hui, ils nous donnent des grandes leçons pour essayer de faire croire qu'aux prochaines présidentielles, ils vont être dans un recommencement. Tout ça, ce n'est que du baratin. Aujourd'hui, la France est un pays qui va mal, la démocratie va mal, et je ne pense pas que c'est avec des gens comme Jean-Noël Barrot que le pays ira mieux. David Ben Ishai, votre info, c'est celle-ci, Bezalel Smotrich qui assure, il a joué un rôle vital dans le rapatriement des otages malgré son opposition historique aux accords sur les otages. Après le 7 octobre, je pense que sans moi, la guerre à Gaza aurait pris fin avant même Rafah, selon les mots du ministre des Finances. Les déclarations avec Bezalel Smotrich s'est rendu justement aujourd'hui dans le sud du pays, à Be'eri, Niroz et Rina Shlosha, dans les localités qui ont été directement touchées le 7 octobre. La nausée. Non, la nausée, c'est pas possible. Non. Il y a tout un jeu électoral, mais au bout du compte, il faut un petit peu de dignité. Quand ça a été dit, je rappelle que c'est le même Smotrich qui a parlé du Hamas comme étant un bien précieux. C'est tellement sorti de son contexte, David. Mais parce que Bezalel Smotrich est quand même très coutumier du fait de retourner. Non, Ben Gvir et Smotrich ont été très clairs avec Netanyahou au long de la négociation. Si on libère les otages, on quitte le gouvernement. Ça a été un chantage permanent. Il a duré non pas des mois, plus d'une année. Et en l'occurrence, on a des otages qui sont morts. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'il a pris la parole, il s'est fait sortir par les parents en deuil qui ont perdu leur enfant à Gaza, qui était otage. Non, je pense qu'il y a moyen de dire certaines choses, mais de venir devant les Israéliens de façon effrontée, venir leur dire « moi, j'ai tout fait pour sortir les otages », c'est juste, c'est une insulte. C'est un petit peu de dignité qui se la ferme. Il ne peut pas dire ça parce qu'il ne l'a pas fait. Et il s'est même exprimé. Il s'est même exprimé de façon très claire en disant « les otages, c'est la dernière considération par rapport à cette guerre ». C'est une position qu'il assume, cette position,
En l'occurrence, ça a entraîné la mort d'un certain nombre d'otages, mais il ne peut pas aujourd'hui dire moi, j'ai tout fait pour que les otages, etc. C'est comme Netanyahou qui nous dit on a libéré. Que dalle, ça a mis plus de 2 ans et il a fallu qu'au final, le président américain tape du poing sur la table pour qu'on libère nos otages. Et qui, accessoirement, des centaines de milliers de gens dans la rue, dont je faisais partie, qui pendant plus d'1 an et demi se sont battus, presque 2 ans se sont battus pour qu'on libère les otages. On peut pas raconter les diktats du Hamas. Non, on ne peut pas. Mais on ravente pas. Ce que la gauche voulait faire, ce que Eisenkot voulait faire, c'était se soumettre à toutes les conditions du Hamas et espérer que les otages seraient rendus. Ils n'auraient jamais été rendus parce que c'était leur police d'assurance. Comment est-ce qu'on les a forcés à rendre les otages? C'est par la force militaire. Et je voudrais dire que ça n'est pas seulement la position de Smotrich. Vous avez tout le forum on va en parler dans un instant dans le débat. Oui, les parents qui avaient aussi des otages à Gaza Nelly, et qui étaient pour qu'il y ait une opération militaire offensive et que ça ne serait que en mettant le Hamas à terre que nous récupérerions nos mais ils ont assumé leur position. Ce deuxième débat, attention. Le Forum Tikva a assumé sa position, mais pas Smotrich. Il n'a pas assumé en disant le contraire. Oui, mais là, il ne peut pas dire qu'il n'a pas dit ça. Nili, votre info, c'est celle-ci. C'est le député Zvi Sokot qui était hier à Oum el-Fahem, c'est dans le nord d'Israël. Il a accroché un drapeau d'Israël à l'extérieur de l'une des écoles locales, alors que le système scolaire de cette ville arabe était en grève pour protester contre sa venue qui a suscité une vive opposition des habitants, puisque selon les habitants, la venue de ce député religieux est une provocation raciste destinée à galvaniser sa base d'extrême droite à l'approche de l'élection législative. Alors, Zvi Sokot est le président de la commission de l'éducation. Il est tout à fait dans son droit lorsqu'il visite des écoles qui sont subventionnées par l'État et lorsqu'il vérifie que ces écoles ne véhiculent pas de messages terroristes qui louent les shahids. Et c'est exactement ce que font les écoles qu'il a visitées dans les secteurs qui sont habités par des Arabes. Il a effectivement mis le drapeau d'Israël, vu qu'il y a une loi sur le drapeau qui oblige tous les établissements scolaires à avoir un drapeau d'Israël sur leur devanture. Et donc, vu que ça n'était pas le cas, il a mis, c'est son droit, c'est appliquer la loi. Donc, je trouve très bien cette initiative. Il n'est pas question que les citoyens israéliens, que le contribuable israélien finance l'enseignement du terrorisme dans ces écoles. Par contre, ils peuvent financer les orthodoxes et les milliers de orthodoxes qui ne vont pas aller à l'armée. Ça, oui, ça on peut là, on peut y aller là. Deuxième débat de légiférer une loi à ce sujet. Et je voudrais. Comment est-ce que vous pensez comparer les Haridim et des futurs terroristes arabes? Je ne comprends même pas comment est-ce que vous posez un. Allez, on passe à notre deuxième débat où justement vous allez pouvoir parler, puisque pendant que les yeux sont tournés vers le nord, le Hamas en profite pour se reconstruire dans la bande de Gaza. Selon des hauts responsables de Tsahal, le Hamas produit chaque mois des centaines d'engins explosifs, des missiles anti-chars. Il recrute de nouveaux combattants et les entraînements de la Nourba ont même repris. Il y a aussi des entrées de drones qui arrivent clandestinement depuis le Sinaï. Est-ce qu'Israël doit reprendre le contrôle sécuritaire permanent de la bande de Gaza? On va justement poser la question à Nili et David, qui ne sont pas du même avis. Ça se débat, saison 1, épisode 107, face à face numéro 2. C'est parti. Nili, vous allez commencer, vous avez 1 minute pour convaincre et ensuite David, vous enchaînerez juste après. Est-ce que vous êtes bien prêts? Oui. On n'oublie pas, on a 1 minute pour convaincre. Nili, c'est à vous. Le 7 octobre a démontré une vérité implacable. Lorsqu'Israël quitte un territoire, le terrorisme s'y installe. Le gouvernement Sharon avait décidé de quitter la bande de Gaza en promettant la paix. Finalement, nous avons reçu le Hamas, des milliers de roquettes et le pire massacre depuis la Shoah. Les forces internationales qui étaient prévues par Donald Trump dans son plan de paix pour Gaza, pour démilitariser le Hamas, ont dit qu'elles en étaient incapables. Et effectivement, seul Tsahal est capable d'assurer la sécurité d'Israël et de démilitariser le Hamas. La sécurité d'Israël ne doit jamais être sous-traitée. Il n'y a que l'État d'Israël et Tsahal qui peuvent assurer la sécurité d'Israël. Donc si nous ne voulons pas que le Hamas ou une autre organisation terroriste renaisse, il faut non seulement contrôler militairement toute la bande de Gaza, mais également y recréer des implantations juives et y asseoir notre souveraineté. David.
Écoutez, ça se relie à ce que je disais tout à l'heure. On a là, dans le traitement de Gaza, déjà je pense que c'est un coup dur pour les Israéliens de savoir que le Hamas est encore là. Mais je voudrais quand même préciser quelques chiffres. Le Hamas aujourd'hui, c'est 34% du territoire, sachant que les Israéliens ont presque 70%. Et que le faire respecter l'accord, c'est aussi créer les conditions pour que dans les 70% de cette zone jaune qui inclut Rafia, ne l'oublions pas, donc, je serais curieux de savoir comment ils font passer par Rafia alors qu'on a le contrôle, c'est dans quelle mesure on est capable de construire une stratégie qui permet de faire passer toute ou partie de la population, notamment des femmes et des enfants, dans cette partie-là, d'organiser les infrastructures et d'assécher. Aujourd'hui, vous avez 34% du territoire pour 2 millions de personnes qui, évidemment, sont captifs du Hamas. Et la question qui se pose, c'est et je ne sais pas répondre à ça, et je pense que personne ici n'est capable de répondre à ça. Mais comment, avec ce qu'on a vécu le 7 octobre en termes de préparation, renseignement et militaire, comment c'est possible ? Myriam, est-ce que vous êtes à Paris, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Nili ou avec David ? Les deux ont raison pour moi, mais parce que je m'interroge vraiment sur ce qui est sur le plan de reconstruction de Gaza qui avait été déterminé par notamment l'administration Trump. Franchement, on a l'impression que cette question a été complètement laissé à l'abandon et qu'aujourd'hui, rien ne se passe. Il devait y avoir une espèce de gouvernance provisoire avec des technocrates. Il devait y avoir des milliards donnés pour la reconstruction de Gaza. Il devait y avoir la démilitarisation de Hamas. On n'a pas encore passé cette étape. Oui, mais ça devait. Enfin, on était quand même dans la reconstruction. Et il y avait un plan de paix qui était prononcé. Et aujourd'hui, on est à zéro de ce plan, comme si en fait, le 7 octobre n'avait pas existé, les 3 ans de guerre avec le Hamas n'avaient pas existé. Maintenant, on est concentré sur l'Iran et le Liban, et on a complètement oublié tout ce plan de reconstruction de Gaza, laissant la part belle au Hamas de se refaire une vitalité. David. Il y a une expression en hébreu qui dit Ben haratsouï la matsouï, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Je travaille avec des villes dans le cadre de l'environnement et j'ai 2 chefs de projet qui sont des garçons extrêmement brillants qui sont partis pour 3 mois à Gaza. Okay ? Au même moment, j'ouvre le journal télévision et je vois qu'il y a des lois qui sont votées alors que je vois les gens avec qui je travaille qui n'en peuvent plus. Et donc je pose la question, c'est que comment on arrive à mettre en place une vraie stratégie d'impact fort militaire sur le Hamas à Gaza quand nos soldats sont épuisés. Hier, le chef d'état-major, il a dit « Je ne lève pas 5 drapeaux rouges, je lève 10 drapeaux rouges au Dereg Hamedini, aux politiques, parce que nos soldats sont l'armée est en train de se casser sur elle-même. » Donc, David, entre le ratsouille et le matsouille, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, aujourd'hui, on est en train de créer les conditions pour mener les choses qu'on voudrait pouvoir mener, et on n'arrive pas à le faire. Et donc, on vit dans un monde totalement schizophrénique, où on envoie des gens 100 jours, 200 jours, 300 jours à Gaza qui n'en peuvent plus. Et en parallèle, on a Derry et Netanyahou comme copains, comme cochons, qui sont en train de s'arranger sur une espèce de pseudo-loi. C'est pas possible, quoi. Il faut être cohérent. Vous voulez être cohérent. 40 000 gauchistes qui ne sont pas aussi non, dans l'armée. Ah, c'est faux. Alors, Tel Aviv étant, en l'occurrence, Tel Aviv, le lieu des gauchistes, étant au niveau supérieur de tout l'investissement dans les Mélouïm. Mais c'est faux. Tous les sondages le montrent. David, je ne sais pas quels soldats vous fréquentez. En l'occurrence, apparemment, c'est 2 personnes qui vont 3 mois seulement en Milouïm. Non, pas 3 mois seulement. Toute l'année. 200, 300, oui, bien 400 sûr. jours en Milouïm. Mais non. Je travaille avec des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. J'ai mon cousin qui s'est marié cette semaine, la semaine dernière. 3 jours après, il a décidé de retourner au Liban et de ne pas faire ses Sheva Brachot. Parce qu'il sait quelle est l'importance du combat. Et c'est des gens qui sont des soldats et il faut leur rendre hommage. Ce ne sont pas des soldats qui sont fatigués. Ce sont des soldats qui sont des véritables héros qui combattent parce qu'ils savent. C'est un guignol, le chef d'état-major. Le chef d'état-major est un guignol qui lève le drapeau noir. Je vous rappelle qui dit ça suffit. Que nous avons mis un frein
à notre combat contre le Hamas à Gaza parce que Trump l'a demandé. Malheureusement, nous sommes encore dépendants militairement entre Olivier, mais nous allons reprendre le combat, nous allons le terminer. Olivier, et les 34%, nous allons également les récupérer. Et je vais vous donner la solution pour les 2 millions de Gazaouis. Je vais vous donner la solution pour les 2 millions de Gazaouis. C'est l'immigration massive. Nous allons donner la possibilité. Il y a eu un sondage, vous adorez les sondages. Il y a 80% de Gazaouis qui veulent quitter la bande de Gaza. Et il y a des pays qui sont capables de les accueillir. Ça s'appelle le transfert. Hein. Si vous voulez, moi, j'ai pas peur des mots. Alors, si vous Meir Kahana, le transfert, il a quand même été foutu en dehors de la Knesset. Si en plus c'est un transfert volontaire, eh bien, nous allons ouvrir les portes et nous allons laisser ces Gazaouis quitter la terre d'Israël. Et on va venir avec des petits rhinocéros en tutu et qui vont faire un coup de baguette magique. On va faire disparaître 2 millions de Palestiniens. Non, mais Olivier, est-ce que Tsahal doit prendre le contrôle de la bande de Gaza pour assurer sa sécurité ? Le débat, encore une fois, il est du côté des Palestiniens. Vous ne pouvez pas vivre avec à vos frontières un État terroriste qui veut votre destruction et qui, une fois, a essayé de le mettre en œuvre avec des milliers de morts et une déflagration pour toute la région. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une solution acceptable. Aucun pays au monde ne peut l'accepter. Ce n'est pas possible d'avoir des populations qui veulent la destruction d'un État, ce qui est le seul cas au monde. C'est-à-dire qu'au monde, vous n'avez pas d'autres pays dont l'existence même est en cause. Donc, ça oblige 2 choses. Ou les Arabes bougent, et ils bougent réellement. C'est-à-dire qu'ils font leur révolution. En disant, il y a un État juif, ça nous fait mal, mais c'est comme ça, et on va l'accepter, et on va travailler avec eux, ce qui les rendra très heureux, ce qui nous rendra très heureux. Ou ils restent dans cette logique-là, qui est une logique de destruction, qui est d'ailleurs une logique qui n'est plus partagée par tout le monde arabe. C'est quand même ça, l'innovation. Parce que je vous rappelle que dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, c'était tout le monde arabe qui voulait la destruction d'Israël. Et puis, nous avons avancé. Nous avons fait la paix avec la Jordanie. Nous avons fait la paix avec l'Égypte. Nous avons tissé des liens avec le Maroc, tissé des liens avec les Émirats. Peut-être demain, nous allons faire la paix avec le Liban. Il faudra un jour que les Palestiniens se disent, oui, il y a un État d'Israël, c'est un fait, il faut l'accepter. Tant qu'ils ne l'accepteront pas, nous sommes contraints à la guerre. Merci Olivier, ce sont évidemment vos propos. Malheureusement, le temps nous est compté. On va passer à l'interview du tac au tac. Israël a donc décidé d'investir 200 millions de shekels pour renforcer l'éducation juive dans la diaspora. L'objectif est donc d'accroître le nombre d'élèves inscrits notamment dans les écoles juives et ça concerne évidemment toute la diaspora, mais en particulier l'Amérique du Nord. Bonsoir Ari Afilalo, merci d'être avec nous. Vous êtes président d'une synagogue franco-séfarade de l'Upper West Side à New York. Alors dans ce contexte de recrudescence de l'antisémitisme, est-ce que c'est important de renforcer l'éducation juive dans les communautés de la diaspora, en particulier là où vous êtes à New York? Bon, écoutez, d'abord, donc cet investissement de l'État d'Israël dans l'éducation dans la diaspora, surtout en Amérique du Nord et aux États-Unis, donc il y a 2 buts. Le premier but, c'est de renforcer l'accès des Juifs aux écoles juives. Parce que le problème principal, c'est le coût des écoles juives. Aujourd'hui, le coût moyen d'une école juive, qui varie selon la ville et l'État, est entre $30 000 et $50 000. Donc je vois dans ma communauté, nous avons beaucoup de membres qui veulent envoyer leurs enfants dans des écoles juives, mais qui ne peuvent pas se permettre de payer $30 000 par an pour 2, 3, voire 4 enfants. Donc, pour ça, c'est une très bonne initiative. Alors maintenant, on va vous dire, j'ai téléphoné à des amis qui m'ont dit, oui, mais c'est pas assez. Alors je dis, c'est pas assez, mais c'est un début. Combien auriez-vous besoin pour avoir un impact significatif sur l'éducation juive? Il faut au moins 1 milliard, 2 milliards, voire 3, pour pouvoir faire une différence aujourd'hui. Bon, il ne faut pas oublier que c'est une collaboration entre l'État d'Israël et des organisations juives américaines. C'est un début, ça peut augmenter, et de ce côté-là, c'est une très bonne idée.
Maintenant, est-ce que ça va ramener des juifs, et surtout des juifs qui se sentent plus juifs et qui sont à même de combattre l'antisémitisme dans la communauté? Je pense que ça, je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Si vous regardez les chiffres, aujourd'hui, la communauté juive, vous avez 25% de la communauté juive qui se dit orthodoxe, c'est-à-dire une communauté religieuse, halachique traditionnelle, y compris 10% qui se disent haredim. Vous avez 25% qui ne se sentent pas du tout juifs, puis vous avez le reste qui appartiennent à des synagogues et des communautés libérales qui aujourd'hui sont en chute totale. Donc, où est-ce que cet argent va aller? Je pense que cet argent va surtout aller pour renforcer les communautés qui se sentent déjà juives. Donc, nous allons renforcer des communautés qui ont une lacune au niveau de l'accès à l'éducation à cause du coût de cette éducation, très bien. Pas assez, bon, c'est pas grave, ça on va en rajouter, c'est un début, il faut avoir un début. Maintenant, pour moi, nous n'allons pas, avec cette initiative, ramener des juifs qui aujourd'hui seraient amenés à augmenter le nombre de la communauté qui va se sentir juive et rattachée à Israël. Ça, c'est numéro. Oui. Il y a aussi le consul général d'Israël à New York, Ophir Akounnis, qui a dressé aujourd'hui un tableau plutôt alarmant de la situation des Juifs aux États-Unis, alors qu'avant New York, c'était la ville où il y avait énormément de personnes de la communauté. Selon lui, les Juifs sont en danger. Est-ce que c'est ce que vous ressentez très rapidement, Harry? Oui, absolument, absolument. Nous avons une élection primaire des démocrates la semaine dernière où 3/4 des candidats qui sont des candidats des démocratiques socialistes, dont en fait leur raison d'être, c'est d'être anti-Israël, anti-juif, ont gagné. Donc évidemment, avec le maire de New York qui a qualifié le lobby juif de monstre, nous sommes en danger. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée de dire... Triste constat. Merci Harry Afilalo, merci à nos débatteurs.